Bonjour et bienvenue à cette séance virtuelle d'audition des opinions qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur les projets d'écoles et d'équipements collectifs dans Griffintown. Je vous rappelle que nos travaux et activités se déroulent en français, mais les participants et les participantes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This meeting will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Nicole Brodeur, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et je suis la présidente de cette commission. La commission est également composée de Mme Martine Moussard ainsi que de M. Pierre-Constantin Charles. Nous sommes appuyés dans nos travaux par M. Marc-André Lapointe qui agit à titre d'analyse de la commission. Le 19 octobre dernier, le Centre des services scolaires de Montréal, l'organisme Bâtir son quartier, l'arrondissement Sud-Ouest et le service d'urbanisme et de mobilité de Montréal vous ont présenté deux projets soumis à la consultation. D'abord, un projet mixte comprenant une école et un immeuble de logement social et en second lieu, un projet de pavillon dans le futur parc du bassin à bois. Par la suite, les représentants ont répondu à vos questions au cours d'une séance qui s'est tenue le 11 novembre dernier. Je vous remercie au nom de mes collègues et de l'Office de consultation publique de Montréal de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation, et ce, malgré les défis que pose la pandémie. Pour nous conformer aux règles gouvernementales et aux normes sanitaires qui s'appliquent, l'audition des opinions se fera à distance. 4 citoyens et représentants d'organismes ont souhaité présenter leur opinion devant la commission. Nous avons entendu 2 présentations hier soir, le 7 décembre, et nous en entendrons 2 autres aujourd'hui. La commission a également reçu une quarantaine d'interventions écrites, notamment par le biais d'opinions en ligne, qui ne feront pas l'objet de présentations orales. Celles-ci seront toutefois disponibles sur le site de l'OCPM, très bientôt. Les personnes qui s'adresseront à la commission peuvent le faire soit par téléphone, soit par visioconférence. Il est possible d'avoir plus d'un porte-parole par intervention au cas où la présentation se ferait à plusieurs. Les participants connectés par ordinateur peuvent partager leur écran et ainsi montrer des fichiers PowerPoint, des vidéos ou encore des photos. Les intervenants disposent d'une période de 10 minutes pour exposer leurs opinions. Les commissaires auront ensuite une dizaine de minutes pour échanger avec eux. En fait, comme vous le savez déjà, la commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Je vous rappelle donc que les propos malveillants ou les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou encore à la réputation des personnes sont irrecevables. Merci d'avance aux intervenants que nous entendrons cet après-midi pour leur collaboration. Une fois les séances d'audition terminées, les archives vidéo ou les archives audio des échanges avec les commissaires, tout comme les transcriptions écrites, seront mises en ligne sur le site Web de l'Office dans les meilleurs délais. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les propos tenus aujourd'hui, les représentants de la ville, du centre de services scolaires ou encore de bâtir son quartier pourraient utiliser de leur droit de rectification. Ils auront 48 heures à la suite de l'envoi des fichiers vidéo et audio des présentations pour nous fournir des rectifications par écrit. Il s'agira bien entendu de rectifier un fait et non d'émettre un commentaire ou un avis. Une fois les consultations terminées, les commissaires entreprendront l'analyse de l'ensemble des informations et des opinions reçues. Nous prévoyons terminer la rédaction de notre rapport au début du mois de février 2021. C'est la présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, qui remettra le rapport aux élus municipaux. Ce rapport sera rendu public dans les 15 jours suivant son dépôt. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus de la Ville de Montréal. Je vous remercie de votre attention et j'invite maintenant M. Dallas Vert à prendre la parole. Alors, M. Vert, je vous rappelle les règles. Vous disposez d'une période de 10 minutes pour exposer votre opinion. Ensuite, les commissaires auront également une dizaine de minutes pour échanger avec vous. Alors, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné l'opportunité de donner mon opinion sur ce projet. Si je regarde les plans ici, c'est un très beau projet mixte.
j'aime bien l'école avec ses cours sur les toits et les différents niveaux de niveau 1 à 5, que ça varie. C'est en fait très, très beau au niveau architecture. Quand je regarde les plans, ma suggestion serait s'ils peuvent considérer, de mettre le logement d'habitation vers le parc. Ça serait beaucoup plus avantageux pour eux. Et l'avantage de ça, c'est que si l'école, la cour d'école était vers l'allée des Charbonniers et l'habitation vers l'allée des Vraquiers vers le parc, c'est que l'entourage de l'habitation présentement est entouré des édifices de 8 étages, c'est-à-dire la coop au nord. Vers l'est, on a l'édifice basse de 8 étages et vers le sud, on a l'édifice du NOCA. Et l'habitation sociale où ils sont situés vont recevoir très peu de lumière. Présentement, sur l'allée des Charbonniers, où il y a le bassin du Havre et le NOCA, c'est presque toujours noir sur cette petite allée des Charbonniers. Donc, pour les habitants du projet social, ils auraient beaucoup plus de lumière et ça serait beaucoup plus agréable pour eux d'avoir la vue sur le parc. Et il y a un grand avantage à tous les résidents, les résidents de l'entourage, parce que le BAS aurait une vue un peu plus dégagée s'ils étaient vers la cour de l'école, qui varie de 1 niveau à 5, qui permettent plus de lumière dans ce secteur-là. La coop également, tous les balcons de la coop sont situés face vers le canal, auraient une vue plus dégagée, qui varie de 1 à 5 et ils auraient plus de lumière. Et le NOCA aussi aurait une vue un peu plus dégagée et le soleil de l'après-midi. Présentement, où on a la cour d'école, il fait face à la coop, mais c'est une grande façade avec aucune fenêtre. C'est-à-dire, c'est dommage parce que Griffintown peut être dense au niveau de la quantité d'édifices ou entouré d'édifices. Et dans un cas comme ça, c'est que si on a une cour d'école qui varie de 1 à 5 étages, c'est un espace dégagé. Ça permet plus de lumière de rentrer dans le secteur et ça serait bien qu'il y ait au moins des résidents aux alentours qu'on puisse profiter de cet avantage-là, de ce dégagement-là, d'un beau projet d'architecture parce que je trouve que la cour d'école, c'est très beau, le niveau 1 à 5 qu'ils ont fait avec les toits, avec les gyms ou les cours d'école. Et je trouve ça très bien d'avoir de mélanger les deux. Voilà. Voilà, c'est tout, je crois. C'est bien. Alors, on voudrait vous poser quelques questions. Peut-être aussi valider des points de vue qui ont été exprimés par les citoyens jusqu'ici, soit dans la séance d'hier ou encore dans certaines opinions écrites là, qui nous ont été soumises. Alors, peut-être pour commencer, ce qu'on a compris dans la séance, lors de la séance d'information sur le projet de construction d'une école et de logements sociaux, c'est qu'entre autres, le choix avait été fait de mettre l'école face au parc parce que la cour de récréation de l'école était limitée. À preuve, il y a une proposition par le centre de services scolaires de mettre une cour de récréation sur le toit de l'école parce que vous savez qu'il y a un ratio espace en nombre d'enfants dans un établissement scolaire. Alors donc, on était amené à mettre un espace de récréation pour les enfants sur le toit de l'école, en plus de la cour de récréation qui donne sur le parc du bassin à bois. Et l'intention, c'était aussi peut-être d'avoir une entente avec la Ville de Montréal pour que les enfants les élèves plutôt, utilisent la cour le parc comme lieu aussi de récréation.
si vous étiez, disons, à la place de la commission scolaire, ou en tout cas, si vous aviez arbitré un choix entre l'accès des élèves au parc et l'accès des citoyens qui habiteraient les logements, comment vous positionneriez-vous? Mais est-ce qu'on pourrait avoir les deux, c'est-à-dire on pourrait avoir un couloir ou un chemin qui mène vers le parc de l'école? Parce que de toute façon, l'école représente la moitié du terrain, Oui. non? Donc, ça pourrait être une solution gagnante pour les deux. OK. Alors, ça, c'est une proposition. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'un de mes collègues, Martine ou Pierre Constantin, vous souhaiteriez poser une question? Ouais, Oui. merci de votre intervention, M. Vogt. C'est par rapport, je n'ai pas grande idée sur le plan architectural. Je comprends très bien votre suggestion, mais je me demandais, si on le change, est-ce que ça aura un impact sur le plan architectural de manière à ce qu'on puisse réaliser un projet intégré, avoir les logements sociaux et l'école en même temps? Ça serait aux architectes de revoir sur ce plan terrain s'ils peuvent déplacer les édifices pour pouvoir accommoder les deux dans le même genre de type de projet qu'ils veulent faire. OK. Ouais. Merci. C'est juste que je crois que ce serait une solution gagnante pour tous les résidents, c'est-à-dire les résidents pour les logements sociaux qui auraient une vue sur le parc, pour le projet de coop qui aurait une vue plus dégagée, parce que la cour d'école varie de 1 à 5 étages, qui permet beaucoup plus de lumière de rentrer dans ce secteur-là, pour le projet basse et le projet NOCA. Peut-être, comme l'école va représenter la moitié du terrain, avoir peut-être un chemin ou un chemin qui emmène vers le parc public pour que quand les enfants ont la récréo. L'autre question, c'est que est-ce que les enfants, pendant les heures d'école, ont le droit d'aller dans le parc? Parce que, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. C'est une information qu'on pourrait aller chercher, mais je ne le sais pas. Oui. Parce que j'en suis sûr qu'avant et après l'école, ils vont jouer dans le parc, ce qui est tout à fait normal. Oui. Oui. Monsieur Vert, j'aimerais vous poser une question concernant le pavillon et le projet de patinoire qui va avoir lieu, qui est prévu là, pour, non pas le parc du bassin à bois, mais l'autre parc là, qui est le parc du bassin Où vous allez avoir l'espèce d'édifice qui va Oui, garder le oui. tambour. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là d'aménager ce parc-là avec une patinoire et d'y installer un pavillon qui va permettre de loger la surfaceuse à glace et permettre aux gens d'enfiler leurs patins? Oui, tout à fait. En fait, c'est très, très beau le parc. J'ai vu le plan et tout ça. Mais encore, ce que je suggère avec l'édifice, là où vous allez garder le Zamboni, pourquoi pas le mettre l'autre côté du parc, vers la rue William? Parce que les gens, c'est un très beau secteur maintenant avec tous les nouveaux édifices puis les parcs que vous avez ajoutés et tout ça. Mais les gens vont se retrouver à marcher près du canal et la rue du Bassin aussi, qui devrait être une rue en général assez tranquille. Et pourquoi pas mettre cet édifice-là où vous gardez le Zamboni à l'autre bout du parc, vers la rue William, où il y a plus de circulation de voitures et tout ça, qui serait l'entrée du parc. Mais ça, c'est mon avis. Mais je trouve que ça serait peut-être comme mieux placé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être on marcherait sur la rue du Bassin avec les parcs. Il y a un parc de l'autre côté également. Il y a le canal. C'est plus tranquille dans ce secteur-là, alors que vers la rue William, c'est un peu plus achalandé. Tous les voitures pour les projets de condos vont rentrer beaucoup dans ces endroits-là pour le stationnement. Donc, peut-être le mettre là. Proposition. Ouais. Autre question de la part de mes collègues commissaires?
Pour moi, ça va, merci. Oui, Martine? Juste pour ma compréhension, Monsieur Vert, avec ce que vous proposez, est-ce que la disposition de la cour d'école, elle se retrouverait à être sur le côté de la rue ou davantage vers le côté des résidences? Bien, la cour d'école pourrait être vers l'allée des Charbonniers et coin Bassin, parce que cette cour-là, comme vous voulez, ça peut être un des deux, parce que les toits varient de 1 à 5 étages. Donc déjà là, ça va dégager beaucoup avec tous les édifices aux alentours. Donc, vous misez beaucoup sur un dégagement qui permettrait de l'ensoleillement. Est-ce que dans notre réflexion, vous pensez qu'il pourrait y avoir des enjeux prévisibles en termes de nuisance s'il y aurait une redisposition des lieux, notamment des cours d'école? Vous voulez dire si ça peut nuire avoir une cour d'école devant les édifices, les résidents? Exact. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une réflexion sur peut-être le bruit si jamais effectivement les cours d'école sont déplacés? Non. Okay. Non, moi j'aime bien. Pour moi, entendre les enfants jouer dehors, c'est la vie du quartier. Très bien, merci. C'est très intéressant. Ouais. Ouais. Bien, alors, si on n'a pas d'autres questions du côté de la commission, il me reste à vous remercier de votre présentation. Alors, bonne fin d'après-midi. Oui. J'inviterai maintenant Madame Catherine Joubert. Bonjour, je vais en profiter. Madame Joubert s'est jointe à nous. On va faire les tests avec elle. Bonjour, Madame Joubert, votre micro. Ah, dites-nous Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, on vous voit. Dites-moi, est-ce que vous avez une présentation PowerPoint à présenter, à partager? Non, en fait, là, j'ai juste quelques petits points. Là. Ça ne sera pas très, très long. On vous déposera notre mémoire d'ici le 14, là, mais je n'ai pas préparé de support visuel comme tel. Là. Très bien. Alors, je vous laisse commander. Je souligne la présence de Madame Lorrain et de Monsieur Bastien Lapierre, pardon. Oui, bon, ben en fait, bonjour tout le monde. Donc, nous, c'est une intervention au nom de la Coalition de la Petite Bourgogne, table de quartier ici qui est en charge là, du quartier de Petite Bourgogne et de Griffintown. Donc, nous avons un comité là, sur l'aménagement et le milieu de vie. Donc, c'est surtout en termes là, de discussion qu'on a dans ce comité-là, puis aussi de voir là, les préoccupations de résidents et d'organisation du quartier. Quand je dis le quartier, là, je parle autant de Griffintown que de la Petite Bourgogne, là, juste pour que ça soit plus fluide. Donc voilà, en fait, là, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on suit la progression de la situation à Griffintown, qu'on est aux aguets là, de voir comment va ce développement-là. Puis c'est sûr qu'on a déposé quelques mémoires là, dans les dernières années sur plusieurs situations là, de Griffintown, là, différents sujets. Donc, dans le cadre de celle-ci, en fait, je vais être très succincte, là, je vais être très brève. Je viens de rentrer en poste là, il y a tout juste 2 semaines, là, donc je commence ma 2e semaine, donc vous me pardonnerez peut-être le manque de détails ou de réponses si jamais vous avez des questions plus pointilleuses. Donc, nous, concrètement, ce qu'on demande, là, c'est des locaux et des espaces communautaires là, qui soient animés et qui soient intérieurs et extérieurs. Là. Donc, je vous écoutais parler avec la personne précédente sur le fait là, bon, de patinoires, de différents espaces là, comme des parcs et tout ça. Donc, c'est sûr que pour nous, ça, c'est une clé. Là. C'est vraiment plusieurs espaces qu'on cherche à avoir dans Griffintown. Donc, c'est ça, comme je disais, on parle autant de parcs, d'écoles, de CPE. On peut noter aussi qu'il y a des écoles, il y a une école polyvalente, une école secondaire à Saint-Henri. Donc, il y a cette possibilité-là, mais pour le quartier, là, bon, là, on salue évidemment la venue d'une école primaire, mais ça serait bien aussi de garder en tête qu'une école secondaire, éventuellement, peut-être va avoir un certain besoin. Donc, c'est ça. Ensuite, sinon, on parle d'activités et d'espaces là, pour occuper autant des jeunes que des adolescents. Je pense que c'est important de souligner ces 2 catégories-là dans la jeunesse qui ont besoin d'espace.
que ce soit là, animé, puis aussi, dans une certaine mesure, surveillé. Là. Donc, on peut penser à, par exemple, dans la petite Bourgogne, on a de l'occupation des parcs là, durant l'été pour pouvoir animer les jeunes, pour pouvoir leur proposer des idées de choses à faire. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est peut-être des organisations qui font déjà ça et qui voudraient continuer à le faire, peut-être étendre leur travail aussi à Griffintown dans ces espaces-là qui pourraient arriver. Donc, on pense aussi peut-être à des maisons de jeunes, à des choses comme ça qui sont des services plus en lien là, directement avec cette portion de la population-là. Ensuite, c'est sûr qu'on aimerait avoir des espaces pour les mères et les parents. Donc, on s'entend que quand les parents laissent leurs enfants à l'école, ça leur prend aussi d'autres locaux en parallèle de ceux de l'école là, pour lesquels dans lesquels peuvent être occupés, par exemple, je sais pas, là, des ateliers de couture, des ateliers de différentes choses, même des groupes d'entraide. Donc, il peut y avoir plusieurs formes d'activités là, dans ces espaces-là, mais il faut bien comprendre que l'idée ici, c'est d'avoir des locaux accessibles à l'extérieur de l'école parce qu'évidemment, quand les parents laissent leurs enfants à l'école, c'est là qu'ils ont du temps libre, là, soit pour travailler, soit faire d'autres activités. Donc, c'est ça qui serait l'idéal. Donc, ensuite, sinon, c'est sûr que l'idée de la mobilité, là, on sait que dans Griffintown, il y a des gens aussi avec des manques de capacité, là, donc des espaces et des aménagements qui font en sorte que les personnes à mobilité réduite peuvent être incluses et puissent avoir un accès, disons, assez facilité. Ensuite, c'est sûr qu'il y a la question là, de l'animation là, dont je vous parlais. Là, donc, concrètement, c'est sûr que nous, on a fait des petits calculs ici parce qu'on est en pourparlers avec l'ETS pour des locaux temporaires communautaires jusqu'à temps qu'il y ait des locaux plus permanents, disons, là, comme vous êtes en train de le faire là, avec cette consultation-là, mais avoir des locaux plus permanents. Donc, on a calculé à peu près que juste pour l'animation, là, dans un cadre comme ça, dans un local communautaire, ça pourrait aller jusqu'à 70 000 $ par année juste pour l'animation. On ne parle pas d'assurance, on ne parle pas même de frais d'entretien, tout ça. Là, on parle vraiment juste de donner une tâche d'animation d'environ 4 à 6 heures par jour. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là. On a des groupes qui le font. Donc, peut-être ça pourrait aller en ce sens à subventionner la mission des organismes qui s'occupent déjà d'avoir certains ateliers en place, là, que ce soit pour les plus jeunes ou les plus vieux. Donc, pour tout le monde. On a aussi la demande d'un centre de santé intégré, là, donc ce qui était anciennement un CLSC ou bon, ce qu'on entend encore comme un CLSC. Donc, un centre de santé, il n'y en a pas à la Petite Bourgogne, il n'y en a pas à Griffintown, puis avec l'augmentation drastique de la population dans les dernières années, on pense que d'avoir un centre de services de santé intégré serait vraiment bienvenu. Il faut comprendre que le plus proche est à Saint-Henri, donc quand même pour des personnes, pour des familles nombreuses ou pour des gens même avec des mobilités réduites ou encore juste pour aller chercher certains services, ça peut faire loin, ça peut enlever peut-être un certain accès à ce service de santé. Puis aussi, on réitère qu'effectivement, on veut voir aussi des familles dans ce quartier-là. Il y en a déjà beaucoup. On a un quartier qui a beaucoup de familles. Donc, on réitère le fait de peut-être avoir même des espaces là, dans les développements qui incluent des espaces de 3 chambres à coucher, là, donc pour les familles un peu plus nombreuses. Puis on sait que maintenant, avec le confinement, c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à la maison. Là, donc, avoir de l'espace pour tout le monde, c'est ça aussi qui est privilégié. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal l'ensemble de mes recommandations. Je suis allée un peu en rafale. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne sur certains points ou si vous avez des questions pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre présentation, Madame Joubert. On va plutôt y aller à partir de questions ou qui se raccrochent à votre intervention. Il se peut qu'aussi on déborde un petit peu sur certains sujets qui sont périphériques quand même à ce que vous nous avez dit. Est-ce que mes collègues Pierre Constantin ou Martine ont des questions? Oui. Martine, allez-y. Oui, très bien. Bonjour, Mme Joubert. Merci beaucoup. Donc, j'entends de vos propos, en fait, que la table de quartier est très bien positionnée pour identifier les besoins de différents groupes, que ce soit les très jeunes, les familles, les personnes plus âgées. Donc, vous nous parlez principalement d'optimiser l'utilisation des locaux qui seront disponibles une fois le projet terminé. Est-ce que c'est bel et bien ça? Oui, exactement. On va dans ce sens-là. Là. Oui. Donc, puisque les besoins de tous ces groupes-là sont en général très, très différents, si vous deviez identifier une priorité
parmi l'ensemble de ces besoins, parce que vous avez fait mention de anciens CLSC, CPE, famille au niveau des logements, mais si on devait cibler peut-être une, voire deux priorités selon ce que la table de quartier a identifié dans les dernières années, dans Petite-Bourgogne et Griffintown, quelles seraient ces deux premières priorités? Bien, c'est sûr que pour nous, c'est un tout, là. D'aller à l'école, avoir une bonne éducation, ça l'aide ensuite à avoir un meilleur état de santé, là. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que tout est connexe, là. Si on regarde, si on parle d'approche de droits humains, là, ça prend de tout là, pour former une personne, là. Donc, je pense que c'est très difficile de mettre le doigt sur une ou deux. C'est sûr qu'on salue l'arrivée de l'école. Donc, ça, je pense que c'est chose faite. Donc, d'après nous, ça, c'est sûr que ça a été une des grandes priorités avec, je vous dirais, le centre de services de santé. C'est sûr que les gens ont besoin d'éducation puis ont besoin de santé. Là, on le voit surtout en ce moment. Mais c'est sûr que par la suite, c'est que oui, on a beau avoir ces espaces-là, mais comment on les occupe, quels services on donne à la population suite à ces établissements-là, parce que c'est beau de les avoir, mais il faut les animer. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est forcément regroupable là, dans l'idée d'avoir ces espaces-là. Donc, ça, c'est un amène l'autre un peu, là. Mais c'est sûr qu'après ça, là, vous consacrez peut-être moins sur l'habitation, là, sur cette consultation-ci, mais c'est sûr que pour nous, ça prend une diversité aussi dans le quartier pour faire un tissu social, là. Donc, plusieurs priorités, ça dépend de qui on parle et à qui on parle, là, mais je pense qu'en passant à un centre de services santé, puis de l'éducation, puis des parcs en bonne et due forme avec des activités, puis des services accessibles à la population, c'est vraiment les priorités clés. Mais c'est sûr qu'après ça, on vous parlerait de famille, on vous parlerait de logement à chambre à coucher, avec 3 chambres à coucher et plus, ou autour de 3 chambres à coucher. On vous parlerait aussi, évidemment, de cette école secondaire-là dont j'ai parlé. Donc, c'est qu'un emboîte le pas à l'autre, là, mais bon, peut-être ça répond un peu à la question sur les priorités. Là, donc, je dirais effectivement l'école, le centre de santé, puis les espaces là, collectifs, là, les espaces comme les parcs, comme les salles communautaires, là. D'accord. J'inviterai la coalition, lorsque vous ferez le dépôt de votre mémoire, n'hésitez surtout pas en termes d'occupation des locaux. Vous avez parlé d'animation également, à nous cibler lorsque c'est possible, justement, ces besoins de façon plus précise parce qu'on entend bien entendu les besoins et en termes de réalisation d'une programmation, je pense que ça va être très utile pour les différents partenaires de savoir comment l'optimisation des locaux peut être faite. Parfait, c'est noté. Pierre Constantin? Oui, c'est juste. Oui, bonjour madame et merci de votre présentation. C'est juste une question complémentaire par rapport à l'utilisation des locaux. Et éventuellement, c'est comment vous voyez l'utilisation, que ce soit éventuellement salles communautaires, ces salles communautaires, il y aura dans la partie logements sociaux ou dans la partie école. C'est comment vous voyez l'utilisation communautaire de ces espaces-là et la cohabitation que ce soit entre les deux projets, entre l'école et les activités communautaires. Est-ce que c'est durant les heures de classe ou après les heures de classe? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, en fait, ben là, c'est sûr que moi, je viens d'arriver en poste, là, donc c'est sûr que je n'ai pas eu des années pour observer ni pour penser, là, mais effectivement, là, je pense qu'il y a des très bons points là-dessus. Ben, pour répondre à la première question, c'était plus sur le point de quel genre d'animation ou quel genre d'activité il y aurait. Ben, pour vous donner un exemple, là, on a plusieurs choses qui se font dans le quartier. On a autant des gens qui donnent des cours d'activité physique là, comme du yoga, du tai chi, des choses comme ça. On a aussi des ateliers d'aide aux devoirs. Donc, pour les adolescents, on aimerait implanter encore plus ce système d'aide aux devoirs-là. On a aussi on a Atelier 850 qui, eux, font de l'aide aux devoirs pour les plus jeunes. Donc, ça peut être ça pour les services aux plus jeunes, mais aussi on peut penser à une variété d'activités. Là, tout à l'heure, j'ai nommé un atelier de couture. C'était un exemple un peu comme ça, mais il y a différents ateliers pour différentes parties de la population. Nous, on a des locaux communautaires ici qui sont tout le temps en demande. Que ce soit pour des fêtes plus dans le domaine privé. Donc, les gens veulent avoir des espaces qui sont plus grands que leur appartement pour recevoir les gens, soit pour des fêtes d'anniversaire, des fêtes de mariage et tout ça. Il y a aussi des échanges au niveau plus spirituel, donc des groupes, par exemple, des groupes de spiritualité, là, je veux dire comme ça parce que ça peut se décliner sur plusieurs styles d'activité.
Nous, on fait un festival de la Petite Bourgogne, donc ça peut être de partager ensemble des repas, des choses comme ça. Mais il y a aussi des activités très concrètes que les résidents, les associations de résidents, que ce soit dans les coops, les OBNL ou les condos ou même encore dans les HLM, il y a toujours une certaine initiative, il y a toujours un certain désir de partager ensemble, surtout quand on habite seul ou quand on habite, bon, c'est ça, dans un édifice, on veut quand même ce sentiment de communauté-là. Donc, je vous dirais, pour répondre à la question, je sais que c'est un peu vague, là, mais des activités communautaires, là, proprement dit, autant pour bonifier des services là, comme l'aide aux devoirs, mais aussi pour des espaces plus, j'ai le goût de dire, plus informels ou plus du domaine comme d'exercer, d'avoir des groupes d'entraide, des choses comme ça. Là, donc, vraiment un soutien à la mission communautaire, je dirais. Mhm. Je comprends aussi par rapport à l'ensemble des services que vous envisagez qui pourraient être donnés dans le quartier, c'est plus un renforcement de l'action communautaire, vous le voyez, par l'ajout ou la construction ou le développement de nouveaux locaux communautaires. Ce n'est pas ce projet en soi qui pourrait répondre à ce que vous présentez. Bien, c'est sûr qu'effectivement, là, on s'entend, là, on parle peut-être d'un chalet dans le parc et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça vient pallier un peu à ce besoin-là. Comme je vous disais, on est en pourparlers avec l'ETS qui, effectivement, jusqu'à la construction de locaux par la ville là, ou de locaux accessibles à tous, nous offre une offre intéressante. Là. C'est sûr qu'avec tout le COVID, là, les pourparlers se sont un peu atténués à cause que tout le monde est un peu dans ses propres choses. Là. Mais ceci dit, c'est un manque criant qu'on a. Nous, ici, on en a une salle communautaire, puis on la loue, elle est toujours louée. Okay. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on voit qu'il y a une demande très concrète. Non seulement ça, mais dans les édifices, proprement dit, il y a peu d'espace. Déjà, comme je vous disais, il y a peu de condos ou de logements qui ont un 3 chambres à coucher. Donc, on peut s'imaginer déjà les logements sont petits. Et en plus, il y a très rarement des espaces communautaires. Là, donc, je vous disais, autant pour faire des ateliers ou des formations ou de l'aide aux devoirs ou des choses comme ça que des organisations plus, d'événements plus familiales ou encore plus du domaine privé, je dirais. Mais c'est sûr que nous, les besoins en communautaire, c'est sûr que moi, je travaille pour une table de quartier. On travaille autant avec les commerçants, mais aussi beaucoup avec les organisations communautaires. Donc, c'est sûr que moi, mon intérêt ou ma lumière va vers ça. Parce qu'on s'entend aussi que maintenant, avec le COVID, on a un besoin aussi de se sentir en communauté, de sentir d'appartenance et d'avoir des espaces dans lesquels on peut faire des activités qui nous permettent de prendre un peu d'air, d'être en santé. Donc, en allant vers cette lignée-là, c'est certain que pour nous, la question du soutien aux missions communautaires et donc d'avoir des locaux, d'avoir des subventions pour pouvoir soutenir ces missions-là, parce que c'est beau d'avoir des locaux, mais si personne ne les utilise, ce n'est pas ça non plus le but. Tout à fait. Merci. Merci pour les questions, oui. Oui, Madame Joubert, j'aurais une question peut-être un peu plus large qui concerne entre autres la mixité sociale dans un quartier. Bon, comme vous le savez, dans Griffintown, il y a des immeubles ou des tours d'habitation qui regroupent des gens qui ont des disparités de revenus assez grandes. Et j'aimerais que vous poser la question suivante, puis surtout à partir de, si vous aviez des exemples de choses qui sont en cours dans le quartier, dans la Petite Bourgogne, comment on fait, entre autres, pour encourager l'intégration, encourager la cohabitation? C'est une belle question. C'est une question qui est complexe. C'est une grosse question, je sais, là, mais oui, je pense pas à partir de votre expérience. Oui, c'est sûr. Ben, écoutez, moi, j'ai travaillé aussi à l'international dans le passé, donc les questions interculturelles, puis l'approche, je le vois vraiment comme un échange. Je pense qu'on a tous des expériences et des manières de faire qui sont les nôtres, peu importe qui nous sommes. Et ensuite, quand on arrive ensemble, ben, on échange tout ça et on apprend et on co-construit. Donc, je le vois un peu comme ça. C'est sûr que nous, quand on regarde le portrait de Griffintown, ça le grossit rapidement. Ça a été fait de manière, tu sais, j'ai pas le goût de dire bousculé, là, mais ça a été fait très, très, très rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a une question là-dessus sur, bon, qui y habite et quel est le portrait plutôt socio-économique et culturel de cette population-là.
encore une fois, je dis cette population-là, mais il y en a plusieurs à l'intérieur. Par exemple, il y a des besoins alimentaires. Il y a des gens qui habitent dans des coops, dans des OBNL. On reçoit des appels pour de l'aide alimentaire. On reçoit des appels pour les centres de santé. On reçoit des appels même pour des interventions aussi, que ce soit au niveau d'aide scolaire ou des choses comme ça pour les familles. Donc, il y a plusieurs besoins. Moi, je pense que la question, je vois comme deux volets. Là. Il y a le côté interculturel et le côté socio-économique. Il faut quand même bien regarder ces deux composantes-là parmi tant d'autres. Pour faire un peu un portrait de qui se retrouve à Griffintown. C'est sûr que la Petite Bourgogne, c'est un des quartiers les plus défavorisés avec le plus grand parc d'HLM au Canada. Donc, on s'entend, il y a aussi tout cet enjeu-là, la gentrification, ou du moins, si on peut dire, le développement qui se fait rapidement du côté de Griffintown et qui, du côté de la Petite Bourgogne, et les logements sont encore mais en piètre état. Il y a besoin de financement. Les conventions arrivent à leur fin. Donc, il y a toute cette cohabitation-là qu'on voit. Nous, en tant que table de quartier, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de créer des liens par nos activités, par nos communautés. On a des très beaux succès. On a le Festival de la Bourgogne qui est d'habitude autour de la fête du travail. Donc, un festival où les gens échangent autour de musique, de mets partagés, de plusieurs choses. C'est un espace dans lequel autant les organisations que les résidents peuvent venir partager ce qu'ils ont vécu dans la dernière année. Il y a des très beaux événements comme des galas de persévérance scolaire. On fait aussi un festival Burgundy on Ice, donc pour célébrer durant l'hiver. Donc, il y a plusieurs activités communautaires qui facilitent ou qui encouragent ce rapprochement-là ou ce tissu social-là, si on peut dire, pour avoir assisté à des rencontres aussi sur des projets qui sont en train de se développer à Griffintown. Il y a ce sentiment-là qui est le même, ce désir de se sentir en communauté, de pouvoir aller au magasin du coin, de connaître son voisin. Je pense que ce n'est pas parce qu'on vit dans une tour à condo qu'on n'a pas le goût d'avoir des voisins bienveillants ou des voisins avec qui on échange un service ou deux ou une chose ou deux. Je pense que l'idée, c'est ça, c'est que oui, il y a eu beaucoup de construction, mais maintenant, comment est-ce qu'on est capable d'aller créer des espaces qui vont favoriser ça? Bien, je pense que via des locaux communautaires, via des activités d'animation comme dans le parc, comme dans ces locaux-là, c'est ça qui crée un peu ce tissu social-là. Nous, à la Bourgogne, on est tissé serré dans le sens où on a une des plus grandes diversités de langues et de cultures et de niveaux socio-économiques, mais mis à part ça, on est capable de se retrouver autour de nos comités, autour de nos activités, autour de nos événements pour construire ensemble puis pour échanger des beaux moments. Donc, ce sentiment-là, je pense que peu importe la classe ou l'origine de la personne, c'est tout quelque chose qu'on veut en tant qu'humain, se sentir en communauté, là. Donc, je pense que ça va un peu en ce sens-là où est-ce que je dis les espaces communautaires, il nous les faut. Puis, il nous les faut de sorte à ce que ce soit répondu pour des besoins de la population. Donc, moi, ça va me faire plaisir de donner des pistes, là, comme je vous donne depuis le début dans ma présentation, là, que ce soit au niveau de l'aide aux devoirs ou que ce soit au niveau des activités plus pour divertir les gens. Je pense qu'on a besoin de ça maintenant plus que jamais, là. Donc, je pense que c'est d'aller voir peut-être les succès qu'il y a déjà eu, que nous, on a par exemple à la Bourgogne, et les succès que Griffintown a eu. Ou du moins les initiatives citoyennes, soutenir les initiatives citoyennes, de voir vraiment qu'est-ce qui les intéresse, mais surtout de donner les espaces pour pouvoir le faire. Donc, je pense qu'avec une consultation comme celle-ci, avec des espaces communautaires comme c'est prévu un peu dans ce projet-ci, je pense que c'est d'aller dans la bonne voie. C'est ça qu'il faut, en fait. Alors, je vous remercie beaucoup. Est-ce que Martine ou Pierre-Constantin, vous auriez d'autres questions? Non? Non? Non, Martine? Alors, merci. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Joubert, de votre présentation et des réponses que vous avez apportées à nos préoccupations. Alors, c'est donc maintenant le temps de conclure, puisqu'il n'y a pas d'autres intervenants. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin donc de notre seconde et dernière séance d'audition des opinions. Veuillez noter que jusqu'au 14 décembre, les personnes qui le désirent peuvent encore soumettre une opinion en ligne, par la poste ou encore par message téléphonique. Les renseignements nécessaires se trouvent sur la page web de la consultation en cours.
Après le 14 décembre, mes collègues et moi-même, ainsi que notre analyste, allons poursuivre l'analyse de toute l'information que nous avons reçue, des opinions écrites et orales qui ont été communiquées. Comme je le mentionnais en début de séance, le rapport de la commission sera transmis à la présidente de l'Office et aux élus municipaux au début du mois, durant le cours du mois de février prochain. Je remercie toutes les personnes qui ont donné leur opinion et qui s'apprêtent encore à le faire. Je remercie également les représentants de la ville et des promoteurs, de même que le personnel de l'Office, du soutien qu'ils ont apporté aux travaux de la commission. Merci aux personnes présentes et en ligne pour votre écoute patiente et respectueuse. Thank you for joining us today and for your courtesy and patience. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.